أولا يكون هناك اجتماع طارئ مؤثر وعلى أساس قيادة على. Alors bonjour à toutes et à tous, bonjour à nouveau, bienvenue donc à la conférence mensuelle en ligne de FXL. Nous sommes le vendredi 26 juin, donc merci d'avoir été attentif à la première présentation. J'ai maintenant le plaisir de recevoir Patrice Lesgourg et Bertrand Blancheton. On va parler de la guerre des monnaies. Je vais les laisser se présenter, puis je participerai avec eux donc à ce débat de 2 heures. La guerre des monnaies, l'impact sur le marché d'échange de la distorsion des politiques monétaires, de la distorsion des perspectives de politique monétaire. La Fed va-t-elle relever ses taux cette année ou pas? Quelles sont les considérations politiques? Bref, on va parler de ce sujet qui est vaste et qui est majeur pour envisager les grandes tendances sur le marché des changes. Alors, je vous invite, comme pour chaque présentation, à laisser traîner des questions tout au long de la présentation dans la section commentaires. Nous y répondrons petit à petit ou à la fin de la présentation, mais on va quand même essayer de faire vivre la présentation de manière interactive. Donc Patrice, Bertrand, je vous laisse vous présenter et puis après donc je vous rejoins. Voilà, je vais vous approcher du micro et c'est donc à vous de jouer. Merci à vous. Bonjour à toutes et à tous. Patrice Lesgourg, je suis membre du comité d'investissement de Currency Performance Fund et je suis également chercheur au CRANFI, un centre de recherche et d'analyse en macroéconomie et finance internationale. Et par ailleurs, je suis aussi professeur associé à l'Université catholique de Lille. Bonjour, Bertrand Blancheton, professeur de sciences économiques à l'Université de Bordeaux. Je dirige donc le CRANFI, centre de recherche privé spécialisé dans la politique de change, la dynamique des changes, la politique monétaire, et dont effectivement la mission est de conseiller les membres de Rochambeau Global Economics, les membres du comité d'investissement. Donc évidemment la thématique de la guerre des monnaies, moi je dirais que c'est pas quelque chose de nouveau, même si effectivement depuis 2010 et le fait que Guido Montega ait avancé cette formule, la guerre des monnaies, tout le monde en parle. On a effectivement le sentiment d'une certaine permanence de la guerre des monnaies, mais la guerre des monnaies a toujours existé, dès lors qu'on s'est situé dans un régime de change flottant, c'est-à-dire depuis la Première Guerre mondiale ou encore depuis les années 70, depuis l'effondrement du système de Bretton Woods. Donc il s'agit en fait d'essayer d'en déterminer l'intensité. Et aujourd'hui avec Patrice, c'est vrai qu'on va pouvoir débattre de l'intensité de cette guerre des monnaies, des formes qu'elle prend, des critères peut-être à prendre en compte pour déterminer si un pays manipule vraiment sa politique de change, comment les autres réagissent, comment est-ce qu'ils mettent en œuvre des stratégies plus défensives. C'est de ça dont on va pouvoir discuter. Également aussi avoir un prolongement sur quel type de stratégie on pourrait établir aujourd'hui dans ce contexte un petit peu de guerre monétaire qui est en train de se préparer et quelles sont les stratégies qu'on pourrait mettre en œuvre pour pouvoir les exploiter. Je pense que ce qui est important pour traiter cette question-là et ces différentes problématiques, c'est d'abord d'établir le cadre d'analyse. C'est-à-dire que cette question ne doit pas être traitée de manière ad hoc, elle doit vraiment être traitée de manière très rigoureuse selon une certaine méthodologie. Et à mon sens, quand on parle de guerre des monnaies, on fait référence à la politique de change et à la politique monétaire. Et là, il y a 2 éléments importants à définir en amont. Il me semble qu'on a affaire déjà à des politiques économiques qui sont mises en place par des hommes politiques qui ont des contraintes. Aussi, on doit les comprendre pour savoir pourquoi est-ce qu'ils font cela. Et puis ça traite d'un objet économique qui est bien connu, qui est central, qui est la monnaie. Mais je pense aussi qu'il est important de revenir sur la définition de ce qu'est la monnaie et surtout de quelle est la nature de la monnaie, parce que c'est, je crois, déterminant. Alors on va peut-être commencer par la monnaie, ce qui est le plus simple. Comment est-ce qu'on définit la monnaie? Il y a plusieurs manières de définir la monnaie. On peut définir la monnaie suivant les fonctions qu'elle remplit, moyen de paiement, unité de compte et réserve de valeur. Mais on peut également définir la monnaie par rapport à sa nature. C'est quoi la monnaie? La monnaie, ça peut être un actif. Ça peut également être considéré comme une institution, puisque la monnaie, c'est la confiance aujourd'hui. Il y a un point majeur, je crois, qu'on doit souligner, c'est que depuis la fin des accords de Bretton Woods, en 1971, la monnaie n'a plus aucune contre-valeur
réel. Tout à fait. On est dans un régime de monnaie fiduciaire, de monnaie de confiance. Et ça change pas mal de choses parce que ça veut dire que les banques centrales ont un pouvoir de création monétaire qui est infini. Absolument. Et la monnaie peut être également à travers l'évolution de sa valeur externe, c'est-à-dire l'évolution de son cours de change. Elle peut être un levier de développement, un outil de croissance, un outil de compétitivité. Et je dirais que les enjeux aujourd'hui en termes de compétitivité pour les économies nationales, et c'est vrai depuis les années 80, se concentrent vraiment sur la question du change. Parce que les coûts de transport, qui jadis étaient une partie très importante des coûts de production, ont diminué. Ils représentent à peine 3% de la valeur des importations. La politique commerciale peut très difficilement être mobilisée. Aujourd'hui, l'ensemble des pays sont prisonniers d'accords, ils appartiennent à des blocs régionaux, ils sont dans des zones de libre-échange, ils ont pris des engagements au sein de l'OMC. Donc aujourd'hui, on ne peut pas jouer sur les droits de douane pour relever la compétitivité, on peut bien sûr jouer sur des normes, sur des règlements. Mais donc la variable qu'il reste, c'est la monnaie, et plus précisément la valeur externe de la monnaie, le cours de change. Donc il est très tentant pour les gouvernements de se servir de ce cours de change pour aller chercher de la compétitivité, en faire un levier de développement. On reviendra peut-être là-dessus tout à l'heure, mais classiquement, la sous-évaluation réelle de la monnaie a été un outil de développement des économies asiatiques. Ça fait partie du modèle de développement asiatique, du Japon des années 70 jusqu'à la Chine des années 90-2000 et en passant par la Corée du Sud. Pratiquement toutes les économies asiatiques ont expérimenté la sous-évaluation réelle de la monnaie comme outil de développement, comme facteur de compétitivité, de développement des exportations. Et ça peut également être aussi un enjeu politique, la monnaie, puisque c'est là où je voudrais introduire quelques éléments de méthodologie. Je vais peut-être rapprocher le micro parce que ça grésille beaucoup. Il est vrai que depuis l'approche keynésienne, on considère souvent l'État comme un agent omniscient, omnipotent et bienveillant. C'est-à-dire un agent qui sait tout, qui peut tout et qui finalement va chercher à atteindre une préférence collective optimale. De mon point de vue, là ce n'est que mon point de vue, mais je pense que cette représentation-là de l'action de l'État est fausse, tout simplement parce que l'État n'est pas un agent, l'État c'est l'agrégation de plusieurs individus, agents qui ont des objectifs, un peu comme l'homo economicus est l'agent représentatif de quelqu'un qui maximise son niveau de bien-être sous contrainte, et bien l'homme politique peut aussi être à la recherche de la réélection ou de l'élection, donc il a une fonction d'utilité à maximiser sous certaines contraintes. Et il est vrai que la monnaie peut être un instrument de manipulation vraiment tout à fait extraordinaire pour essayer de se faire réélire. Et je crois que c'est très important de le mentionner aujourd'hui, puisqu'on est également dans un cadre d'élections prochainement aux États-Unis, le 8 novembre, et les propos de Barack Obama, il n'a pas proprement parlé de propos de sa part, mais il y a 15 jours de cela, il y a eu quelques éléments qui ont fuité du G20, et suivant lesquels les États-Unis ne voudraient pas voir le dollar être trop apprécié, et on peut le comprendre. Effectivement, dans un peu plus d'1 an, il y a des élections aux États-Unis. Le Parti démocrate cherche à se faire réélire et on peut très bien penser que Barack Obama va faire en sorte de freiner un petit peu l'appréciation des Fed Funds, notamment cette année. Enfin, normalement, il devrait y avoir un relèvement au mois de septembre et on peut se poser la question si ce relèvement des taux d'intérêt ne va pas être différé dans le temps pour des questions purement politiques. Tout à fait, Patrice. À ce stade, c'est vrai que je voudrais préciser que les États-Unis m'apparaissent être en position défensive dans cette guerre des monnaies, tout comme la zone euro d'ailleurs. Je crois que dans ce qu'on appelle la guerre des monnaies, il faut bien distinguer les pays qui ont une stratégie offensive, c'est-à-dire qui opèrent une manipulation du cours de change. Alors comment juger de la réalité de cette manipulation? Il faut voir à mon avis 3 critères. Les contributions académiques invitent à voir 3 critères. D'abord, est-ce que très souvent on a un solde courant qui est positif à hauteur de plus de 3%? Donc comment évolue le solde courant? Est-ce qu'il est régulièrement positif? S'il est régulièrement positif, au-delà de 3%, ça veut dire qu'il y a un problème. L'ajustement monétaire, l'ajustement de la balance des paiements est bloqué. Les autorités le bloquent.
Deuxième critère, regardez comment évoluent les réserves de change. Ça c'est assez classique. Est-ce que le pays utilise ses réserves de change pour intervenir sur le marché? Et enfin, dernier critère, effectivement, les fameux cours d'équilibre, dont on reparlera sans doute plus tard, c'est-à-dire est-ce que le pays fait en sorte de sous-évaluer sa monnaie. Donc si on introduit ces trois critères, il y a aujourd'hui, d'après les études académiques, une vingtaine de pays qui manipulent ouvertement la politique de change, manipulent le change, donc des pays asiatiques dont on parlait tout à l'heure, Chine, Corée du Sud, Taïwan, et puis également quelques pays européens, Suède, ou encore effectivement la Suisse, jusqu'à la réévaluation de janvier dernier. Donc voilà les pays en position offensive dans la guerre des monnaies, ils manipulent. Les autres, eux, sont en position défensive, les États-Unis dont parlait Patrice. Alors pourquoi les États-Unis sont en position défensive? Le dollar, tout le monde est d'accord là-dessus, est surévalué en termes réels par rapport à pratiquement l'ensemble des devises, et il en est de même pour l'euro. L'euro, la zone euro est en position défensive dans cette guerre des monnaies. On sait qu'elle n'a pas de politique de change, pas véritablement de politique de change, même si parfois il y a des déclarations. Patrice évoquait la déclaration de Barack Obama, il y avait eu une réponse d'Angela Merkel, moins efficace. On en reparlera, ça révélait un problème de crédibilité sans doute asymétrique entre les deux responsables politiques. Mais donc zone euro et États-Unis sont en position défensive, donc vont intervenir dans cette guerre des monnaies par des déclarations, éventuellement pour les États-Unis par des interventions sur le marché pour essayer d'empêcher, de freiner la surévaluation de leur monnaie. Je crois qu'à ce stade-là du raisonnement, la question est la suivante. Qui peut éventuellement gagner cette guerre des monnaies? Puisqu'il y a quelque chose qui est en préparation quand même entre les États-Unis et l'Europe. C'est vrai que Barack Obama aurait tenu ces propos-là. Angela Merkel a également intervenu quelques jours après pour dire que, et ça c'est un point vraiment qui est crucial, pour dire que l'euro devrait baisser. Alors pourquoi? Là je crois qu'il faut introduire des éléments un peu théoriques sur ce qu'on appelle la zone monétaire optimale. Malheureusement, la zone euro n'est pas une zone monétaire optimale. Enfin, à ce jour-là, si on prend un certain nombre de critères, cela signifie que, c'est quoi déjà la zone monétaire optimale? C'est une théorie qui a été développée pour savoir si un certain nombre de pays avaient intérêt à partager une monnaie commune, une monnaie unique. Et le cadre d'analyse est le suivant, c'est un cadre d'analyse classique, coût-avantage, où on établit les avantages et les inconvénients à partager une monnaie commune. Et puis on détermine des critères, et en fonction des critères, on sait si les avantages sont supérieurs aux inconvénients, et on sait si une zone monétaire est optimale, c'est-à-dire si les avantages sont supérieurs aux inconvénients ou pas. Et lorsque l'on fait le bilan des différents critères qui existent, et il y en a un, le critère de Mundell, qui lui n'est pas validé et qui laisse à penser que la zone euro n'est pas optimale et que, d'un point de vue théorique, eh bien, on a laissé notre autonomie de politique monétaire, de politique de change, alors que peut-être, on le voit par rapport à la crise de 2007-2008, que certains pays auraient peut-être eu une certaine utilité à dévaluer leur monnaie. Or, ça n'a pas été le cas, puisqu'on n'a plus de politique monétaire nationale à proprement parler, et cette zone euro est quand même défaillante. Et Angela Merkel a dit quelque chose de très fort par rapport à ça, c'est qu'elle accepte a priori que l'euro puisse se déprécier, c'est-à-dire que au lieu que les efforts pour ajuster les déséquilibres se fassent par des ajustements internes, c'est-à-dire par la baisse des salaires, la baisse des prix, cela pourrait se faire par des ajustements externes, et donc la dépréciation de l'euro. Et ça c'est fondamental, parce que je crois, Bertrand, que l'Allemagne a toujours été opposée à une politique de monnaie faible. Et donc ça c'est un point d'inflexion considérable de la partie allemande. On se souvient de la politique du Mark-Fort des années 80 en particulier. Alors cette déclaration d'Angela Merkel, c'est vrai qu'elle s'inscrivait dans un contexte particulier, qui était aussi le contexte de la recherche d'une solution pour la Grèce. Et c'est vrai que de ce point de vue, plus l'euro sera faible, plus ça sera facile effectivement pour les pays de la périphérie d'avoir de la compétitivité par d'autres canaux que les ajustements internes, dont on voit qu'ils sont très douloureux, qu'il s'agisse effectivement de baisse des salaires ou de baisse des dépenses publiques. Mais effectivement, comme tu le dis Patrice, c'est vrai qu'on a vu s'esquisser donc peut-être le début d'un affrontement entre les États-Unis et l'euro à coup de déclaration. Et là, il me semble que l'avantage, quoi qu'il arrive, restera aux États-Unis, en raison de effectivement l'hétérogénéité des intérêts au sein de cette zone euro,
de l'absence de véritable politique de change, comme je le disais, parce qu'il faut un peu revenir vers les textes. L'article 109 des traités nous dit que la politique de change, c'est une prérogative du Conseil des ministres. Et une fois qu'on a réussi à déterminer une politique de change au sein de ce Conseil ECOFIN, alors là on voit la difficulté, puisque finalement la périphérie voudrait un euro faible, alors que l'Allemagne, les Pays-Bas peuvent tout à fait, ou l'Autriche peuvent tout à fait avoir un euro beaucoup plus fort et conserver leur compétitivité. Donc on aura beaucoup de difficultés. Mais si par miracle on arrivait à avoir une politique de change au sein de ce Conseil ECOFIN, après il faudrait discuter avec la BCE pour s'assurer de la compatibilité de la politique de change définie avec l'objectif de stabilité des prix. Donc on a quelque chose qui n'est pas du tout opérant. Alors qu'aux États-Unis, effectivement, on a un schéma classique, une politique de change qui est aux mains du gouvernement américain et qui a les moyens de l'impulser, parce que je crois que c'est quelque chose aussi d'important sur lequel on va revenir. Il y a une grande différence entre les États-Unis et la zone euro qui concerne l'autonomie de la Banque centrale. En zone euro, la BCE est beaucoup plus autonome qu'aux États-Unis. Et lorsque aux États-Unis, Barack Obama veut envoyer un signal de politique monétaire ou de politique de change, une inflexion, une stratégie, eh bien on sait que la Fed peut tout à fait l'entendre et tout à fait s'exécuter. On l'a vu à plusieurs reprises récemment, notamment dans la gestion de la crise de la dette avec les programmes de quantitative easing ou d'autres choses qui ont été vraiment poussées sous l'impulsion de l'exécutif. Donc là, on voit le rôle du cadre institutionnel dans l'évolution des monnaies, de cette guerre des monnaies, puisque si on retient cette méthodologie, cette approche économique qui prend en considération à la fois les facteurs politiques et également institutionnels, on peut dire qu'on a quasiment perdu la guerre déjà par avance, parce qu'on ne pourra pas faire face à cette autonomie, la politique de change que le gouvernement américain a. Et à ce moment-là, la question c'est est-ce que finalement l'euro n'est pas voué à devenir la variable d'ajustement du système monétaire international. Une question qui est importante, qui revient assez souvent, c'est est-ce que finalement on ne va pas revivre une situation similaire à celle des années 30, où on ne trouve pas de solution à la crise économique et finalement les gouvernements utilisent la politique monétaire pour essayer d'exporter son chômage chez le voisin. Et ça revient sans cesse cette question, est-ce que le système monétaire international aujourd'hui, où il y a beaucoup de pays qui pratiquent le quantitative easing, c'est une forme de guerre monétaire, même si ça peut être considéré comme étant des ajustements de politique monétaire qui font face à des problèmes de déflation, donc qui est tout à fait ça. Mais enfin, on est quand même dans une configuration où chaque pays essaie de faire diminuer la valeur externe de sa monnaie. Et la question, c'est est-ce que si on arrive dans ce schéma de guerre monétaire, déjà est-ce qu'on est perdant? Si ce système monétaire international est vraiment structuré de cette manière-là, est-ce que l'euro sera la variable d'ajustement? Et est-ce que finalement on pourrait avoir une situation à ce moment-là qui serait similaire à celle des années 30? Permettre d'intervenir Patrice Bertrand. Moi j'ai simplement une question. Patrice, tu parlais donc des années 30 où en effet il y avait une guerre d'échange mais qui était une guerre contrôlée puisqu'on pouvait dévaluer sa monnaie, c'était pas un système de change flottant. Est-ce que finalement on pourrait pas considérer maintenant que les nouvelles mesures des banques centrales, c'est pas justement une façon de revenir à travers l'impact sur le marché d'échange à justement ce qui se pratiquait dans les années 30, sachant qu'on peut pas décider comme ça maintenant de fixer, alors il y a la Banque nationale suisse qui a tenté de le faire, elle n'a pas réussi, de fixer des seuils. Voilà, simplement répondre à cette question-là. Et d'autre part, une autre question qu'on peut se poser, on a souvent entendu les États-Unis, ou en tout cas officiellement le dire, même l'Allemagne, dire que le dollar fort c'était dans l'intérêt de l'économie des États-Unis, que l'euro fort c'était dans l'intérêt de l'Allemagne et de la zone euro. Mais est-ce que finalement ça, ce n'est pas uniquement purement de la politique? Gagner la guerre d'échange, c'est forcément avoir une monnaie faible ou pas? Alors là, ça questionne la deuxième question. Vincent questionne monnaie faible. Ça questionne quand même l'équilibre. C'est-à-dire où est l'équilibre? Quels sont les référentiels en termes d'équilibre? On sait qu'il y a plusieurs référentiels. Effectivement, si je prends que la parité des pouvoirs d'achat, aujourd'hui, le cours d'équilibre entre l'euro et le dollar, il y a des incertitudes, mais on est entre 1,20 et 1,30. Donc effectivement, le dollar est surévalué en termes réels et l'euro sous-évalué. Finalement, est-ce que gagner la guerre des monnaies, c'est forcément avoir une monnaie
fort ou faible, peut-être que ça se circonscrit pas à ça. Pour ce qui est des années 30, effectivement, hein, les similitudes sont frappantes. On avait dans les années 30, je le rappelle, une guerre de blocs. Les premiers à tirer avaient été à l'époque les Anglais, avec la dévaluation de la livre sterling, et tous les pays satellitaires en relation commerciale avec l'Angleterre avaient suivi ce décrochage de la livre. Ensuite, en 33-34, dévaluation du dollar américain, suivi par les pays satellitaires. Et puis ceux qui avaient fait les frais de l'opération, c'était les pays d'Europe continentale, déjà. Donc là, l'histoire pourrait se répéter, c'est-à-dire le bloc or, les pays qui, comme la France, la Suisse, l'Italie, les Pays-Bas, à l'époque, avaient choisi de rester ancrés sur l'or et avaient subi des surévaluations réelles de leur monnaie jusqu'en 35-36. Donc les perdants, déjà à cette époque, avaient été l'Europe continentale. Et là, on le disait avec Patrice, il y a fort à parier que la zone euro sorte perdante de cette guerre des monnaies. Absolument. Alors, la question, est-ce qu'on va rentrer dans une guerre des monnaies assez similaire à celle des années 30 ? Déjà, est-ce qu'il existe des moyens d'éviter ça et de relancer l'activité économique par d'autres moyens que la manipulation monétaire ? Et là, c'est la question de la croissance économique, du potentiel de croissance économique. Est-ce qu'on a des alternatives ? Et là, j'aimerais rebondir sur la thèse qui a été présentée il y a quelques temps de ça par Larry Summers sur la stagnation séculaire. On rentrerait dans une zone de stagnation séculaire où on est condamné finalement à avoir une croissance économique relativement faible, puisque je dirais, l'augmentation de la productivité des facteurs de production est de plus en plus moins forte, et ça nous condamnerait à avoir un potentiel de croissance économique qui serait de l'ordre de 1,5-2%, donc très loin de la croissance économique moyenne depuis la Seconde Guerre mondiale de l'ordre de 4%. Et ça, je crois que c'est très intéressant. Il avait même précisé que finalement cette moindre croissance de la productivité des facteurs de production avait commencé dès les années 70, et que si on avait pu maintenir un niveau de croissance élevé jusqu'à présent, c'était justement lié à la manipulation de la masse monétaire, qui est facilitée par le fait qu'aujourd'hui il n'y a plus de contrepartie à la création monétaire, c'est une création monétaire ex nihilo, à partir de rien, et qu'on arrive à maintenir un niveau de vie grâce à l'endettement, grâce à un processus de création monétaire qui est quasiment sans fin, et on voit que les cycles économiques sont très liés au cycle de manipulation monétaire, et si on suit cette thèse-là, on peut penser qu'effectivement, on n'a pas suffisamment d'innovation, on n'a pas suffisamment de recherche pour relancer la croissance économique par des gains de productivité, et oui, on serait finalement condamné à manipuler la monnaie pour essayer de s'en sortir. Donc ça, c'est une thèse qui confirme le fait qu'on converge vers un schéma de guerre monétaire peut-être similaire à celle des années 30. Et dans ce contexte-là, c'est vrai qu'à l'approche des élections américaines, il y a fort à parier que le gouvernement américain, pour préparer ces élections, va encore utiliser cette arme de la politique de change et des déclarations. C'est vrai que par rapport à la thématique qui intéresse beaucoup d'investisseurs aujourd'hui, à quand la remontée des taux d'intérêt par la Fed, c'est un facteur qui va dans le sens d'un éloignement de l'horizon de remontée des taux d'intérêt. Éloignement, je dirais, au-delà de 2015, une fois les élections passées. Donc on a un gouvernement américain qui a besoin de soutenir l'activité économique par le canal du change, et qui peut tout à fait souffler à sa banque centrale très peu autonome le fait que on va retarder cet horizon de remontée des taux d'intérêt pour soutenir les exportations, pour soutenir la compétitivité de l'économie américaine. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas, à mon sens, oublier. La Fed est relativement peu autonome, quelles que soient les mesures d'autonomie que l'on introduit. Je pense qu'on peut faire le lien avec un commentaire qui a été posté et qui justement a trait au relèvement des taux d'intérêt. Donc le commentaire est le suivant. Bonjour, est-il possible une hausse des taux américains va valoriser, on va dire, le dollar américain, on essaie de décrypter, au détriment des autres devises ou non? Là, voilà, si on prend le consensus un peu des économistes, tout le monde, la plupart des économistes s'accordent à dire qu'on va avoir un relèvement normalement au mois de septembre, peut-être en fin d'année. On a vu le discours très dovish
Yellen lors de la dernière conférence de presse, qui laisse supposer que malgré les bons chiffres macroéconomiques aux États-Unis, la Fed est un petit peu déjà sous domination de Barack Obama, parce que ce changement de ton, ce recul même, hein, c'était très surprenant, ce ton très dovish, marque le fait que la Fed va tout faire pour retarder le relèvement des taux. Néanmoins, me semble-t-il que le relèvement des taux d'intérêt va devoir avoir lieu à un moment donné, parce que ne pas relever les taux d'intérêt et continuer sur ce type de politique monétaire non conventionnelle entraîne également d'autres risques qui sont d'ailleurs tout aussi importants. Ça crée des bulles sur les actions évidemment, également sur les obligations, et d'ailleurs les différentes variations de taux d'intérêt qui ont été très importantes les dernières semaines sur les obligations françaises et allemandes en particulier. On a pu voir une augmentation de 100% en un mois des taux de la dette française à 10 ans et allemande, marque le fait qu'il y a énormément de tensions sur le marché obligataire et qu'il y a vraisemblablement une bulle. Donc si on n'est pas capable de relever les taux d'intérêt suffisamment rapidement, d'envoyer un signal en tout cas au marché en disant que maintenant l'injection de liquidité est terminée, on va vers des difficultés qui sont assez énormes, et il est vrai que la crise de 2007-2008 pourrait à mon sens se répéter, c'est-à-dire un relèvement des taux d'intérêt pourrait être, si on tarde trop, on est en train de reculer pour mieux sauter, et on pourrait se retrouver dans une situation peut-être aussi importante que celle de 2007-2008, bien que le système bancaire et financier soit peut-être un peu plus résilient aujourd'hui. Néanmoins ça pose quand même des problèmes de bulles, voire même d'éclatement d'une bulle sur le marché obligataire. La question est vraiment ouverte. Donc, pour ma part, j'ai beaucoup de mal à imaginer un relèvement des taux, sans considérer le consensus de marché, hein, mais j'ai beaucoup de mal à imaginer un relèvement des taux avant les élections américaines, pour les motifs que j'ai exposés tout à l'heure. Ça nous renverra au 8 novembre 2016. C'est un peu long. Alors c'est un petit peu long effectivement, mais en tout cas une stratégie graduelle, et pas de remontée spectaculaire avant cet horizon à dose homéopathique comme ça avait été dit. Parce qu'effectivement, si 2016 est une année de renversement sur les marchés actions, ça aura un impact sur les lecteurs américains, qu'on le veuille ou non. Alors nous avons une remarque sur la Chine et comment la Chine se situe dans cette guerre des monnaies. On peut peut-être prendre ce commentaire. La première remarque à faire, c'est une mise en perspective historique pour rappeler effectivement que la Chine a une politique de manipulation monétaire depuis le début, depuis les années 80. Ça s'est poursuivi dans les années 90 et dans les années 2000. Toutes les études académiques l'identifient effectivement comme un pays qui a une politique de change agressive et manipule le change. Les critères que j'évoquais tout à l'heure sont là. Un solde courant positif, largement au-delà des 3% du PIB, la dynamique des réserves de change, et puis effectivement une sous-évaluation par rapport à l'équilibre théorique. Aujourd'hui, vis-à-vis du dollar américain, on est sur un cours de change qui est à peu près $1 pour 6,2 yuan. L'équilibre est sans doute plus autour de 2,5 si on raisonne simplement sur de la PPA. Donc la Chine est dans la guerre des monnaies. Est-ce qu'elle va y rester? Ça questionne également donc finalement la volonté de la Chine d'imposer le yuan en tant que monnaie internationale dans le système global actuel. Pour l'instant, ce que l'on peut observer, c'est qu'effectivement le yuan n'a pas les attributs d'une monnaie internationale. Il n'est pas pleinement convertible, encore, il n'est pas en mesure de concurrencer le dollar américain. Et il faut rappeler une chose, c'est que pour être une véritable monnaie internationale, il faut se mettre en position de déficit courant pour pouvoir approvisionner l'économie mondiale en liquidité. Est-ce que la Chine pourrait être effectivement dans cette position très vite? Je ne le crois pas. Oui, il y a également d'autres problématiques qui invalideraient ce scénario à court terme. C'est tout simplement le fait que la Chine n'a pas un marché obligataire suffisamment profond, suffisamment liquide pour jouer le rôle de monnaie internationale. Aujourd'hui, il n'y a pas d'autre alternative que le dollar américain, parce qu'il n'y a rien de plus liquide et de plus profond que la dette américaine. Il n'y a pas d'actif de substitution au jour d'aujourd'hui. Et ça, c'est un point qui est important, parce que on revient d'ailleurs au sujet de la bulle sur le marché obligataire. Est-ce que la bulle peut éclater sur le marché obligataire? Je pense que non, parce qu'il n'y a pas d'autre alternative que les obligations américaines.
où les investisseurs institutionnels vont placer leurs milliards. Et certainement pas sur la monnaie chinoise, parce qu'il n'y a pas les obligations, il n'y a pas la profondeur de marché de la dette américaine. Donc pour cette raison-là, la Chine ne peut pas devenir le pivot du système monétaire international. En tout cas à court terme. Alors pour rebondir toujours sur vos commentaires, est-ce que le statut des quantitative easing par rapport à un système de Ponzi, c'est pas tout à fait la même chose. C'est pas tout à fait la même chose. Bon, le quantitative easing de toute façon questionne donc une sortie inflationniste. La seule façon d'amortir la dette, de toute façon, ça sera une sortie inflationniste. Les quantitative easing créent les conditions pour que cette sortie arrive bientôt. Et là, on assistera à des scénarios très très classiques dans l'histoire, c'est-à-dire celui des années 20 ou celui des années 50, où on amortit des dettes publiques très importantes, à hauteur de 200% par exemple dans les années 20, par des sorties inflationnistes, 8-10% peut-être en annuel, qui vont rogner les taux d'intérêt réels et amortir la dette d'elle-même. Et au final, effectivement, c'est toujours de toute façon quelque part le consommateur qui paie, comme on dit, ou le contribuable. Oui, c'est vrai qu'il y a quand même des points de ressemblance avec un schéma de Ponzi, parce que c'est vrai que cette dette qui s'accumule et qui est finalement financée par un processus de création monétaire, c'est la génération future qui va devoir la rembourser. Donc il y a quand même bien un système de chevauchement et voire même intergénérationnel qui pose évidemment problème. C'est vrai que du point de vue du transfert intergénérationnel, ça questionne aussi la stratégie de politique budgétaire qui a été suivie, puisque les déficits budgétaires et la dette, pour partie, a servi à financer des dépenses de fonctionnement, parfois des dépenses sociales, et le transfert intergénérationnel décrit par Patrice est bien là, puisque c'est soit effectivement la génération 2015-2016, soit effectivement la génération un peu plus lointaine, qui devra prendre en charge tout ça. Bertrand, Patrice, je vais faire appel à vos connaissances historiques sur la monnaie. Est-ce qu'on a des exemples dans le passé, des exemples concrets ou des phases où on a pu assister à une création monétaire aussi importante, et derrière, est-ce qu'on a pu justement en sortir, ou est-ce que l'histoire en quelques années jugera cette période comme finalement unique, si justement on l'a jamais connue par le passé? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, par rapport à ça? Est-ce qu'on est vraiment face à quelque chose d'inédit sur le plan de la monnaie? Et dans ces cas-là, on n'en connaît pas encore les conséquences. Ou est-ce qu'on l'a déjà vécu et est-ce qu'on peut envisager de tracer des scénarios? Sur l'aspect historique, je me laisserai peut-être répondre, mais avant, je pense qu'il y a eu un changement de nature monétaire, comme je l'évoquais tout à l'heure, à partir des années 70, où quasiment pour la première fois dans l'histoire même économique, la monnaie n'a aucune contre-valeur. Et ça, c'est extrêmement troublant. C'est-à-dire que dans l'histoire, la monnaie a toujours pris une forme marchandise. Ça peut être du coquillage, du sel, du blé, des marchandises à proprement parler, de l'or et les métaux, bien entendu. Aujourd'hui, il n'y a strictement plus rien derrière la monnaie. Et il n'y a rien de plus simple à créer de la monnaie aujourd'hui. C'est une création ex nihilo. Donc, à mon sens, là, il y a déjà une rupture dans le système monétaire qui marque une différenciation évidente. Bon. Donc, de mon point de vue, on est rentré dans une phase un peu inédite où la monnaie n'a plus de valeur. Et ça, c'est extrêmement troublant. Tout à fait d'accord avec Patrice. Néanmoins, du point de vue de la progression de la taille des bilans, c'est vrai que ça nous renvoie à des situations, des circonstances historiques très particulières, mais pendant la Première Guerre mondiale, on a une progression de la taille des bilans qui est à peu près identique, comparable en tout cas. Qu'est-ce qui se passe? On a besoin d'argent pour financer la guerre, donc à l'actif du bilan, on met des bons du trésor et puis on crée de la monnaie. Alors ça nous donne effectivement des situations d'endettement colossaux au sortir de cette Première Guerre mondiale, des ratios d'endettement suivant les pays, mais de l'ordre de 200% du PIB. Alors la différence avec aujourd'hui, c'est que à cette époque, les contemporains veulent revenir à l'or. Donc leur idée, c'est de dire on va faire des politiques de déflation. Cette liquidité, quelque part, on va la reprendre. Et aujourd'hui, on est en train de dire ça. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas d'inflation dans le futur. Cette liquidité qui a été mise dans le système, on va la reprendre à un moment donné.
C'était aussi l'idée, hein, en 1919-1920 des contemporains. On va faire des politiques de déflation, on va baisser les prix, comme ça on pourra reprendre la liquidité, on pourra baisser la masse monétaire. Et on a vu que ça ne résistait pas à la réalité sociale, que socialement c'était effectivement inacceptable de conduire ce genre de politique. Donc aujourd'hui la question c'est finalement, est-ce que reprendre la liquidité, est-ce que si les banques centrales reprennent la liquidité, ça aura des conséquences négatives sur l'activité économique, un développement supplémentaire du chômage qui rendrait tout ça impossible. Il y a une question qui vient d'apparaître qui est très intéressante, qui nous dit mais finalement pourquoi est-ce que cette création monétaire qui est gigantesque aujourd'hui n'a pas généré une hyperinflation? Donc ça c'est très intéressant. Je pense qu'il faut alors faire la différenciation entre base monétaire et masse monétaire. La base monétaire, c'est la quantité de monnaie qui est créée par la banque centrale. Et cela ne peut entraîner une augmentation du niveau général des prix, des biens et des services que si cette base monétaire se transforme en masse monétaire. C'est-à-dire qu'elle rentre dans le système économique réel au travers de crédits. Et là, toute la problématique, c'est que les banques, jusqu'à présent, n'ont pas énormément joué le jeu. C'est-à-dire que cette liquidité qui est offerte par la Banque centrale est prise par les banques. Souvent, d'ailleurs, c'est bizarrement, mais les banques vont replacer cette liquidité auprès de la Banque centrale sur les facilités de dépôt. C'est d'ailleurs pour ça que la Banque centrale a mis des taux d'intérêt négatifs pour dissuader les banques de le faire. Donc, cette base monétaire, donc cette création de monnaie banque centrale, ne va pas dans l'économie réelle et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas d'inflation sur les biens et les services. Cependant, on ne peut pas dire que cela soit sans effet sur les prix, puisqu'on voit que les actifs, les actions et les obligations sont, me semble-t-il, surévalués. Donc l'inflation, on peut bien l'identifier, mais sur les marchés financiers, pas nécessairement sur les biens et les services. Donc les liquidités qui ont été mises dans le circuit, entre guillemets, depuis 2008, elles ont été sans effet sur l'indice des prix à la consommation, pour les raisons que Patrice a décrites. Par contre, effectivement, elles ont été se positionner sur des actifs patrimoniaux. Donc on a parlé des actions, on a parlé des obligations, avec peut-être une bulle obligataire, finalement, qui est le symptôme de cette hyperinflation. Peut-être un soutien également un petit peu artificiel du marché immobilier. Et on sait que la composante immobilière n'est pas prise en compte dans l'indice des prix à la consommation. Donc voilà toutes les raisons pour lesquelles on n'a pas vu les effets des programmes de quantitative easing dans l'indice des prix à la consommation. On n'a pas l'inflation galopante qui pouvait être attendue. Il y a une question également intéressante sur l'or. L'or n'est-il pas une alternative d'investissement? Donc ça c'est intéressant. Alors, c'est compliqué. L'or c'est compliqué parce que comment acquérir de l'or aujourd'hui? Est-ce qu'on peut acquérir l'or directement de manière physique? Est-ce que l'on achète de l'or papier? Et là ça pose une problématique. On sait qu'il y a beaucoup plus de papier qui circule qu'il y a de stock d'or en réalité. Donc il faut déjà se méfier, je dirais, de ce type de proposition-là. À part acheter de l'or en direct, je ne vois pas d'autre alternative. Même les fonds d'investissement, ça dépend lesquels, mais des fonds UCITS, comme notre fonds d'investissement que l'on gère, ne peuvent pas investir directement dans l'or. Tous les fonds UCITS, donc qui répondent à la norme européenne, n'ont pas la possibilité d'investir directement sur les matières premières. Donc ça pose une vraie problématique, puisque seuls les fonds UCITS sont accessibles aux contrats d'assurance vie. On sait très bien que les Français préfèrent passer par ce type de support d'investissement pour des raisons de sécurité, mais aussi et notamment fiscales, et que malheureusement cette technologie-là, UCITS, ne permet pas aux individus de pouvoir bénéficier de l'appréciation de l'or, parce que cela ne nous est tout simplement pas permis d'investir directement dans l'or. Donc c'est compliqué d'investir dans l'or aujourd'hui. Est-ce que c'est souhaitable? C'est vrai qu'on est dans un processus de création monétaire qui est très importante et qui pourrait entraîner de l'inflation. C'est très compliqué de savoir modéliser l'évolution de l'or. Je crois qu'il y a vraiment il y a des blagues qui circulent là-dessus, on va pas les mentionner, mais c'est très compliqué. Il y a quand même quelques relations que l'on peut faire. Généralement, l'or évolue en fonction de l'augmentation ou non des taux d'intérêt réels. Ça semble être un bon facteur explicatif. Aujourd'hui, on est plutôt sur une optique d'appréciation des taux d'intérêt aux États-Unis, donc on peut penser que l'or va baisser au fur et à mesure que la Fed va relever ses taux d'intérêt.
Donc est-ce que c'est un bon placement? Oui, dans l'absolu, c'est toujours mieux de détenir de l'or que de la monnaie, hein, puisque la monnaie n'a pas de contre-valeur. Simplement, je pense qu'investir dans l'or aujourd'hui, vous risquez de connaître une moins-value si les États-Unis relèvent ces taux d'intérêt. Tout à fait. Cela étant, l'histoire nous montre que les bonnes protections dans des séquences hyperinflationnistes, ben, la bonne protection, c'est soit effectivement l'or, soit des œuvres d'art. C'est ce genre d'actifs qui vont vraiment vous mettre à l'abri d'une dépréciation de votre patrimoine. Patrice Bertrand, je vois qu'il y a un certain nombre de questions. Vous nous avez éclairé notamment sur la place de l'once d'or. Moi, j'aimerais connaître votre opinion parce que c'est un peu un sujet brûlant en ce moment. La Grèce, nous, ce qu'on aimerait connaître ici, c'est votre opinion personnelle déjà sur l'état actuel de l'économie grecque. Est-ce que c'est crédible que la Grèce reste dans l'euro? Et d'autre part, si elle devait rester dans l'euro, comment vous envisagez les choses? Si elle devait en sortir, est-ce que selon vous, ça améliorerait justement la capacité de la zone euro à faire face à la guerre des monnaies? Voilà, par rapport à ce que représente la Grèce et le débat actuel sur sa sortie ou non de la zone euro, dans ce thème de la guerre des monnaies et par rapport à la place de la zone euro sur l'échiquier monétaire international, j'aimerais connaître votre opinion. Vaste débat, hein. La Grèce, pas facile à traiter. Bon, de mon point de vue, déjà c'est toujours facile de parler ex post, hein, mais c'était une erreur d'introduire la Grèce dans la zone euro, tout simplement parce que la zone euro n'est pas homogène. Une zone monétaire ne peut durer que s'il y a une même préférence en termes de politique monétaire. Aujourd'hui, il y a une trop grande différence entre les préférences monétaires de l'Allemagne, par exemple, donc des pays qui sont au centre de la zone euro, et les pays qui constituent la périphérie. C'est-à-dire que je vois mal comment la Grèce pourrait s'en sortir si on ne restructure pas sa dette, premièrement, et si on n'est pas dans cette optique de restructuration de la dette, je vois mal comment la Grèce pourrait s'en sortir si elle ne sort pas de la zone euro. Après, ça va générer un choc assez important, avec une propagation sur les pays de la périphérie, qu'on pourrait penser qu'il puisse y avoir des tensions sur la dette de l'Italie, de l'Espagne, du Portugal, de l'Irlande. Et là, on joue à un jeu qui serait très dangereux. Et c'est pour ça qu'on en revient à ces propos de la chancelière allemande qui prend tout son sens. C'est-à-dire que l'Allemagne est prête à changer de préférence monétaire, d'accepter une monnaie faible. C'est peut-être là la solution, la clé. On pourrait maintenir la Grèce dans la zone euro à la condition que l'on accepte un euro plus faible. Et alors justement, Patrice, pourquoi est-ce que pendant longtemps l'Allemagne n'était pas prête à accepter une monnaie faible? Et concrètement, macroéconomiquement, quelles sont les conséquences d'un euro faible pour l'économie allemande? Historiquement, je pense que Bertrand est mieux placé pour répondre à la question. Historiquement, pourquoi est-ce que l'Allemagne a toujours voulu une monnaie forte? Alors, sur cette question, c'est vrai qu'il y a deux traumatismes historiques. Deux séquences hyperinflationnistes qui ont vraiment traumatisé les Allemands. C'est la séquence bien connue de 1922-1923. L'hyperinflation a été vraiment déstructurante et il a fallu revenir à l'économie de troc et à l'utilisation de monnaies parallèles. Et puis la séquence également de 1948. Donc à l'issue de ces deux séquences, ça a été plus jamais ça. On privilégie la stabilité monétaire et depuis vraiment cette idée de la stabilité a fondé l'identité monétaire allemande. Elle a été ensuite théorisée dans les années 80 avec l'idée qu'un marque fort, finalement c'était un facteur de baisse du prix des importations, donc que l'avantage était là, et que finalement c'était un aiguillon, la monnaie forte, pour aller chercher de la compétitivité ailleurs, par d'autres canaux, notamment par le canal de réforme structurelle ou par le canal de modération salariale. Et l'Allemagne savait faire ça. Alors aujourd'hui, elle est prête à renoncer à ça au motif du pragmatisme. Patrice l'a dit, si l'euro reflétait les seules performances de l'économie grecque, si l'euro était la monnaie de la Grèce, il serait beaucoup plus faible qu'il ne l'est. Donc pour la Grèce, rentrer dans cette aventure, c'était entrer avec un boulet au pied, puisque finalement l'euro reflète aussi les performances de l'ensemble des autres, et notamment des poids lourds, l'Allemagne, la France. Donc logiquement, il est à un niveau beaucoup plus élevé.
Donc là, ça questionne effectivement le degré de solidarité. C'est-à-dire, finalement, est-ce qu'on opère des transferts pour la mettre dans des standards en termes de développement, pour l'aider à converger, ou est-ce qu'elle décroche? Alors moi, ma vision, ce serait plutôt de garder la Grèce au sein de la zone euro, pas avec une annulation complète, puisqu'on sait le problème d'aléa moral, mais vraiment de nouveau un énorme haircut pour lui permettre maintenant de vivre sa vie, parce que tout autre programme d'ajustement structurel est intenable pour la société grecque. On sait que l'activité est en train de déprimer, donc toute autre solution est intenable. Donc aujourd'hui, de nouveau un haircut, on sait qu'elle a un solde primaire qui est positif, donc elle a fait des ajustements, donc il faut la mettre en position sans doute maintenant de ne plus avoir à faire un fardeau de la dette trop importante. Je ne pense pas qu'elle puisse aller beaucoup plus loin en matière de réforme structurelle. Oui. Mais ce qui pose, comme tu l'as dit, la question quand même de l'aléa de moralité, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que cela entraîne, je dirais, un effet de propagation et que les hommes politiques prennent ça comme étant finalement la porte ouverte à encore plus de déficit public. Ça, c'est la contrepartie de ça. Il faut aussi envoyer un signal suffisamment fort aux Grecs pour leur dire que s'il y a une aide, c'est la dernière et qu'il faut qu'il y ait des règles. C'est-à-dire il ne faut plus qu'il y ait de discrétion en la matière. Il faut vraiment que le déficit public soit contenu pour éviter des dérapages et éviter un effet d'aléa de moralité. Parce que sinon... Alors attention, parce que si on met en œuvre ce scénario que l'on vit depuis des années, donc déjà 2009, on va vivre longtemps sur les marchés de change avec cette chronique grecque. On renégocie, on met en œuvre effectivement des réformes structurelles contre de nouveaux crédits, etc. Tout ça dure déjà depuis 2009 pratiquement. Et je rappelle qu'on a déjà eu un haircut de 75% en 2011 qui finalement n'a pas à laisser le problème entier. Donc ça veut dire qu'il faut sans doute aller au-delà, à mon avis. Mais effectivement, trouver le moyen d'éviter ce problème d'aléa moral, puisque tu as raison Patrice, notamment les Espagnols, en ce moment, semblent tout à fait de nature à pouvoir s'engouffrer dans une brèche souple. Alors concrètement, Bertrand, ce qu'on appelle l'aléa moral serait le fait que certains d'autres pays de la zone euro finalement profitent d'un éventuel nouvel haircut pour la Grèce, donc concrètement l'effacement d'une partie de sa dette, pour finalement eux-mêmes demander ce type de mesures, et finalement on en viendrait maintenant à la crédibilité d'un pays de la zone euro en termes de pouvoir honorer sa dette. Il y a déjà eu un précédent pour la Grèce. Finalement, ça n'a pas déstabilisé la zone euro. Est-ce que si cela se reproduit, ce ne serait pas justement l'effacement de la dette de trop, ou au contraire serait peut-être vu comme une capacité de la zone euro finalement de temps en temps d'être réaliste et de procéder à des ajustements qui finalement maintiendraient sa survie? Vraiment pas évident de savoir comment les marchés financiers vont lire cette action de la zone euro et notamment les investisseurs internationaux. À un moment donné, c'est vrai qu'il va falloir en finir avec ce dossier grec. Alors, si la croissance revient, c'est vrai que ça peut créer aussi un environnement favorable. On pourrait dire, on va essayer d'en finir avec le dossier grec, parce qu'il y a une singularité de cette économie, en termes de retard de développement, en termes de retard institutionnel aussi, puisque finalement, ce système fiscal inefficace, on voit qu'on ne va pas arriver à réformer ça, et que c'est très ancré dans la culture grecque. Des Grecs me racontent des histoires comme tous les défauts qui ont déjà scandé l'histoire de la Grèce, 1896, 1932, donc il y a une culture du non-paiement de la dette qui est très très forte. Donc voilà, en finir avec cette situation, bien mettre en avant la singularité effectivement de la situation grecque, et essayer de faire en sorte que les autres pays ne soient pas dans une contrainte macroéconomique trop forte qui les pousserait eux aussi à demander l'annulation d'une partie de leur dette, mais jouent le jeu. Donc il y a aussi une question de timing, et là on vient sans doute vers un timing qui peut être un peu plus favorable, avec un regain d'activité économique, un regain de la croissance, pour imaginer une solution englobante. Donc il passe effectivement, je suis d'accord Vincent, par un accompagnement de l'Espagne, du Portugal, de ces pays un peu fragiles
qui pourraient être tentés de demander les mêmes faveurs que la Grèce. Alors, je vais reprendre. Il y a quelques questions. Il y a vraiment un certain nombre de questions. Elles rejoignent tous finalement le fait que pour un certain nombre d'intervenants, la Grèce ne soit plus en mesure finalement de collecter l'impôt. Est-ce qu'on peut imaginer, il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'économistes qui pensent que finalement maintenant l'économie grecque, eh bien elle serait morte. Alors est-ce que d'après vous on peut encore attendre quelque chose de l'économie grecque? Est-ce qu'on n'exagère pas finalement la situation économique de la Grèce? Et une autre question aussi que je me pose, pourquoi depuis 2011 et l'effacement d'une partie de la dette grecque, finalement les choses ne se sont pas bien passées? Qu'est-ce qui s'est passé entre 2011 et 2015 qu'il ne faut absolument pas reproduire si jamais on devait à nouveau effacer une partie de la dette grecque? Alors, donc l'économie grecque est vivante. Il va y avoir beaucoup de tourisme en juillet et en août. C'est d'ailleurs un élément à ne pas oublier dans les discussions qu'on peut avoir, c'est-à-dire que décrocher en ce moment pour la Grèce, le Grexit en ce moment, ce serait la catastrophe, puisque effectivement la vraie spécialisation grecque c'est le tourisme. Donc décrocher début juillet, opérer un changement monétaire maintenant, ça serait ajouter une catastrophe à une catastrophe. C'est pour ça que moi je suis aussi très optimiste sur le fait qu'on va trouver un accord à la fin. Alors, la dernière fois, c'est vrai que la Grèce ne s'est pas mise tout de suite en position d'avoir ce qu'on appelle un solde budgétaire primaire positif. Le solde budgétaire primaire, je rappelle, c'est on prend en compte bien sûr toutes les recettes, mais on ne prend pas en compte toutes les dépenses. Dans les dépenses, on ne prend pas en compte les intérêts servis sur la dette. Donc quand on fait ce calcul-là, où en est le solde budgétaire? Donc il faut la mettre vraiment dans cette position de sécuriser son solde budgétaire primaire, et il faut la mettre en position de ne pas avoir à émettre de nouvelles demandes de financement. Je crois que c'est ça vraiment le point clé. C'est ça qu'il faut arriver à faire. Le problème de la dette est réglé ou est gérable dès lors qu'on a affaire à une économie qui n'a plus de nouveaux besoins de financement. Donc quand on parle aussi de l'Espagne, quand on parle du Portugal, il faut les mettre dans ces situations-là, quel que soit le niveau de l'endettement, qu'il soit à 100%, qu'il soit à 150%. Voilà. Si on n'a plus à émettre de nouvelles choses, ça facilite la recherche de solutions. Puis il faut également que ces pays soient en mesure d'augmenter leur potentiel de croissance économique. C'est en cela que ça sera aussi soutenable. Et là, ça demande la mise en place d'un certain nombre de réformes, notamment sur le marché du travail, mais aussi, et c'est surtout là, je crois, les contraintes que les hommes politiques ont, être dans la capacité de mettre en place des politiques publiques qui soient en mesure de créer de la recherche, de l'innovation, du développement. Et ça demande un horizon temporel long que malheureusement le jeu politique avec les élections ne permettent pas. L'horizon temporel des hommes politiques est plutôt court-termiste, alors que si on veut sortir de cette stagnation séculaire, si on veut augmenter la productivité des facteurs de production et mettre en place des réformes économiques qui soient durables, il faut nécessairement que cela passe par des réformes graduelles et qui vont nécessairement prendre un temps qui n'est pas celui de l'homme politique malheureusement. Alors une question, enfin un commentaire, on ne vit pas du tourisme. Si, on vit du tourisme. Je rappelle que c'est une des spécialisations de la France, et certains disent au sein de la globalisation, la place de la France, c'est d'être la destination premium en matière de tourisme et d'accueillir énormément de touristes chinois, de touristes des pays émergents qui vont venir irriguer effectivement des villes comme Bordeaux, comme Paris. Et lorsqu'on regarde effectivement ce que laisse en termes de devises un touriste chinois aujourd'hui à Paris ou à Bordeaux, on est vraiment dans un registre de plusieurs milliers d'euros qui sont laissés. Donc on peut vivre, une économie peut vivre du tourisme. Mais la Grèce, elle a effectivement comme à vendre le soleil d'une part, et puis quand même la culture hellénistique, et on sait qu'il y a beaucoup d'hellénistes qui en juillet, en août vont en vacances sur les îles grecques. Alors merci Bertrand, on va continuer bien sûr cet échange sur la guerre des monnaies, la Grèce, la zone euro, les États-Unis, encore plein de choses à dire, donc continuez, vous posez beaucoup de questions, nous vous en remercions, on va essayer de répondre à un maximum de questions. Je vais remercier Patrice qui doit donc nous abandonner, mais on va rester donc avec Bertrand et moi-même jusqu'à midi, donc merci Patrice, je te laisse dire le mot de la fin et puis éventuellement une façon de te contacter ou de pouvoir t'interroger sur tous les sujets que tu as pu développer pendant une heure. Merci Vincent.
Ben, tout d'abord, merci pour vos commentaires qui ont permis d'alimenter ce débat. Alors, le mot la fin, pour moi, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, effectivement, le système monétaire international est structuré sur une base qui est en déséquilibre. Et que, effectivement, cette question de la création monétaire va être au cœur de l'économie aujourd'hui et que les décisions qui seront prises par la Réserve fédérale américaine dans les prochains mois, la résolution du problème grec et éventuellement de faire baisser l'euro pour homogénéiser un petit peu les préférences des pays qui composent la zone euro vont être vraiment au cœur des prochains mois et que bon voilà, il va falloir donc en termes plutôt de trading, parce que je pense que c'est ça qui intéresse la plupart des internautes, mais il va falloir être capable de jouer par rapport à cette guerre des mots entre Barack Obama, la chancelière allemande. Vraisemblablement de notre point de vue, on s'attend quand même à une appréciation du dollar, même si on sait que la Fed fait tout pour retarder le relèvement des taux d'intérêt, mais on s'attend à un relèvement des taux en fin d'année ou en début d'année prochaine, et cela inévitablement va quand même entraîner l'appréciation du dollar, quoi que peut dire Barack Obama, parce qu'il y a des stratégies qui vont être mises en œuvre sur les marchés financiers qui sont très puissantes, des stratégies de carry trade. Si on fait une petite comptabilité au niveau des taux d'intérêt, on peut penser déjà qu'à la fin de l'année, le relèvement des Fed Funds va se situer à un niveau de 0,625, là où la BCE a un taux d'intérêt de 0,05, ça fait déjà un différentiel de 0,620. C'est peu, mais comme on sait que le quantitative easing de la BCE va se terminer en fin d'année 2016 et qu'ils ne vont vraisemblablement pas relever les taux d'intérêt d'ici là, et que les taux d'intérêt vont être relevés de manière graduelle aux États-Unis, on pourrait se retrouver dans une situation où l'écart entre les deux banques centrales serait de l'ordre de 1,620. Et là, nécessairement, les stratégies de carry trade vont se mettre en œuvre. On connaît la liquidité sur le marché des devises, c'est plus de 5300 milliards échangés par jour. Et ça va jouer nécessairement et ça devrait renforcer le dollar. Donc mon point de vue, c'est qu'il faut quand même s'attendre à une appréciation du dollar américain, même si les États-Unis ne le souhaitent pas dans l'immédiat. Voilà, c'est un peu notre point de vue. Si jamais vous avez des questions et que vous souhaitez nous contacter, voilà, nos coordonnées sont laissées auprès de Vincent et FXM et vous pouvez nous contacter et on répondra avec beaucoup de plaisir à toutes les questions que vous pourriez avoir. En tout cas, j'ai été ravi d'avoir ces échanges avec vous aujourd'hui. Et merci beaucoup Patrice, et donc à très bientôt. L'enregistrement sera disponible, vous pouvez donc réécouter l'intervention de Patrice. Alors je vais rester avec Bertrand. On va continuer de répondre à des questions parce qu'il y a beaucoup de questions et je vais notamment laisser la parole à Bertrand pour répondre à Yves. Yves qui estime donc que d'après lui il ne faudrait pas confondre la Grèce et la France. Yves, vous ne semblez pas convaincu que les recettes touristiques pour un pays soient une force économique. Je vais laisser Bertrand répondre. Alors, en effet, lorsqu'on regarde la structure de l'économie grecque et la structure de l'économie française, il n'y a pas de comparaison, en termes de niveau de développement. Mais le tourisme, pour autant, peut être effectivement une spécialisation pour une économie. Alors on parlait également, certains commentaires concernaient la Tunisie. On a vu à un moment donné l'impact que pouvait avoir la carte touristique sur le développement d'un pays. Donc ça a été vu dans le cas de la Tunisie, ça a été vu dans le cas effectivement du Maroc. Alors c'est vrai que l'instabilité est venue remettre en cause tout ça, mais le tourisme peut être effectivement pour des économies, des sociétés avec un fort arrière-plan historique, culturel, une bonne spécialisation. Alors le problème de la Grèce, c'est effectivement, et tout converge, l'incapacité de l'État à s'imposer, à collecter l'impôt et à s'imposer vis-à-vis de l'ensemble des acteurs, de l'ensemble des groupes de pression, de l'ensemble des lobbies. Et au sein de cette économie, c'est vrai que l'État n'a jamais réussi à s'imposer. Plutôt peut-être que d'avoir des critères de convergence qui, dans les années 90, concernaient des gaps de taux d'intérêt ou la situation des finances publiques, la situation de l'inflation. Peut-être, sans doute, aurait-il fallu imaginer des critères en matière de convergence des institutions, et notamment cette capacité à lever l'impôt. Par rapport à ce que disait Patrice aussi,
c'est vrai que sur les futurs mois, beaucoup de vigilance, c'est ce qu'on a observé au sein du CRAMFI. J'ai été très très frappé par cette déclaration du président Obama, le 6 juin, en marge du G7. C'est un haut fonctionnaire français qui avait rapporté ça, en disant, Barack Obama a affirmé en off que le dollar s'était trop apprécié, que l'appréciation du dollar constituait maintenant un danger pour l'économie américaine. Cette annonce à 8h du matin a quand même eu un effet sur pratiquement 250 pips sur la journée du lundi. Donc on a vu la capacité du président américain, par une déclaration, vraiment à influer le cours des choses et à faire refluer la valeur du dollar. Alors certes, sur cette journée du lundi, il y avait eu aussi une hausse des rendements obligataires allemands, mais il me semble que le début du mois de juin a vraiment été dominé par cette prise de position d'Obama, puisqu'on parle de la guerre des monnaies, c'est-à-dire une capacité à peser sur le cours de change et à ancrer les anticipations de marché, dans un contexte où tout le monde est d'accord pour dire que le dollar s'appréciera sur un horizon moyen terme, mais n'oublions pas effectivement que le dollar est surévalué, n'oublions pas que les équilibres théoriques, on parlait du cours euro-dollar, c'est plutôt entre 1,20 et 1,30, quels que soient les référentiels théoriques. Donc on est en train de s'éloigner de ce qui pour les économistes constitue l'équilibre théorique. Alors, merci Bertrand d'avoir répondu à cette question. Vous continuez à poser des questions, c'est une bonne chose, continuez de participer. Je crois qu'il y a un certain nombre d'intervenants qui pensent que tout ça, de toute façon, c'est une fuite en avant, qu'on finira forcément par un crash. Il y a quelques questions que je rassemble au sein d'une seule question. La place de l'or dans tout ça, la place des stocks d'or, la place de l'or en tant que monnaie. Est-ce qu'on peut encore considérer l'or comme un actif refuge? Il y a des questions aussi que là je n'ai pas postées, mais est-ce que justement il faut acheter l'or et de quelle façon? Ou est-ce que concrètement ça ne sert à rien et que ce n'est pas du tout un actif pour se couvrir face à cette instabilité liée à ce que représente maintenant la dette dans nos économies? Le cours de l'or sur la période récente vraiment est très lié à la volatilité, à l'incertitude que l'on peut observer sur les marchés. Moi, je pense que l'or est encore en capacité d'avoir ce statut de valeur refuge, soit dans une situation où on aurait effectivement un éclatement de la bulle immobilière, un effondrement des cours des actifs sur les marchés actions, ou encore dans une séquence hyperinflationniste, on le disait tout à l'heure. Donc l'or a ce statut de valeur refuge. Le prix de l'or, on l'a vu depuis 2007-2008, est un indicateur de l'incertitude et est très lié à la volatilité. Donc l'or conserve son statut de valeur refuge. On parlait tout à l'heure effectivement d'un or qui maintenant n'est plus du tout au centre du système monétaire international, c'est vrai. On n'est pas avant 1914 où toutes les monnaies se définissaient par rapport à leur poids d'or et on avait de ce fait des parités fixes. On n'est pas non plus à l'époque de Bretton Woods où toutes les monnaies étaient convertibles en dollars à un cours de change fixe. Seul le dollar était convertible en or à 35 $ l'once. Donc on avait encore une convertibilité, une assise indirecte. Mais il y a encore des gens pour dire qu'il faudrait revenir à l'or, finalement au sein du système monétaire international, pour éviter justement ce genre de manipulation. Donc on retrouve les vieilles thèses de Jacques Rueff et les vieilles prises de position du général de Gaulle des années 60 sur les vertus de l'or en matière de stabilité au sens large et pour finalement asseoir une monnaie. Et d'après vous Bertrand, c'est encore crédible maintenant de vouloir asseoir une monnaie sur l'or? Non, effectivement, ça paraît difficilement imaginable. Je crois qu'on s'est habitué au flottement. Ce flottement, on en voit les opportunités, c'est-à-dire la capacité d'absorber pour une économie un choc, un problème, par une dépréciation du cours de change. Donc ça, effectivement, c'est le bon côté des choses. Et puis, effectivement, le mauvais côté des choses, c'est effectivement la tentation de toujours recourir à cette solution pour régler tous les problèmes. Et donc de créer beaucoup de monnaie, Patrice le disait avant de partir, créer beaucoup de monnaie pour financer de la dette, pour financer des déficits et du coup déprécier la valeur de cette monnaie. Donc là encore, du bon usage du flottement monétaire et de la monnaie fiduciaire. Alors, j'ai posé la question de Nono, qui
cherche un petit peu, question un peu polémique, mais on va quand même y répondre, parce que ici nous sommes un média ouvert. Un des intervenants dit que l'or va baisser car les taux US vont monter, et pour un autre intervenant, l'or est une valeur refuge. Il faudrait savoir donc ce qu'on entend par une valeur refuge. Voilà, est-ce que Bertrand, tu peux arriver à nous situer par rapport à ça le lien entre l'or et la perspective de voir les taux être relevés aux États-Unis, ou son rôle de valeur refuge? Est-ce qu'on pourrait, de manière très synthétique, finir par réussir à qualifier l'once d'or actuellement en 2-3 lignes, et puis voilà, on sortira de ce débat sur l'or. Alors, par quel mécanisme une hausse des taux d'intérêt pourrait avoir un impact sur le cours de l'or? Le mécanisme, ce serait le suivant. Hausse des taux d'intérêt, bien problème du côté de la bulle obligataire, effondrement éventuellement des marchés actions, ce qui pose pour l'épargnant la question quel est l'actif qui va conserver le mieux la valeur de mon épargne? C'est plus les actions. Donc ça devient pourquoi pas effectivement l'or. Donc l'or, par sa rareté, par l'usage également qu'il peut avoir dans le domaine industriel ou dans d'autres domaines, effectivement est un actif qui sur la longue période conserve la valeur. Donc dans des périodes de forte tension, il peut avoir ce statut de valeur refuge, et c'est un actif duquel il ne faut pas, à mon sens, se détourner dans les périodes de forte tension. Et on a vu de toute façon en 2011-2012 que les épargnants n'hésitaient pas à se tourner vers l'or. On était monté jusqu'à pratiquement à 2000 $. Alors, dernière question sur l'or, et après on change vraiment de sujet. Question de Homer. Les Chinois n'ont-ils pas accumulé autant d'or pour pouvoir s'asseoir à la table du Fonds monétaire international? C'est quoi la relation? Quelle relation ont les Chinois avec l'once d'or, et de manière générale le gouvernement chinois, la Banque centrale de Chine avec l'or? Alors la question questionne ce que l'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire sur la perspective d'un retour éventuellement à un fondement métallique, un fondement or au sein du système monétaire international. Voilà, des gens en parlent, des gens pourquoi pas comme Mundell, ou des gens très très sérieux. Dans cette situation-là, c'est vrai que chacun des États devrait disposer d'un certain stock métallique qui permettrait d'asseoir la valeur de sa monnaie. Donc la Chine, c'est vrai, accumule, mais de l'autre côté, il y a des États qui, comme la France, ont liquidé une partie de leur stock d'or, ce qui signifie qu'ils n'y croient plus. Donc je pense que pour les Chinois, effectivement, ça s'inscrit aussi sans doute dans une volonté de diversifier. Donc les Chinois ont accumulé énormément de réserves de change, ça s'inscrit aussi dans une stratégie de diversification, je pense, de la gestion de ces fonds-là. Et justement sur les réserves de change de la Chine, est-ce que tu pourrais brièvement nous rappeler actuellement les grandes dominantes dans les réserves de change de la Chine et la place de l'euro? Alors je n'aurai pas de chiffres précis, des ordres de grandeur. Les réserves chinoises, à peu près l'équivalent de 3000 milliards de dollars. C'est énorme. C'est énorme. C'est plus que le PIB de la France. C'est plus que le PIB de la France, effectivement. En même temps, c'est l'équivalent d'une journée d'opérations de change sur le marché. Mais c'est vrai que c'est énorme. Avec une dominante dollar et un euro. Alors ici, effectivement, je vais développer cette idée, c'est-à-dire dans cette guerre des monnaies aussi, on a souvent dit, depuis les années 70, on dit c'est la fin de la domination du dollar en tant que monnaie internationale. Et on avait dit ça également à l'époque de la création de l'euro et de l'émergence de l'euro jusqu'en 2008. Vous allez voir, l'euro va supplanter le dollar comme monnaie internationale. Regardez, il y a certains régimes politiques, certaines banques centrales qui commencent à accumuler des euros. Là, ce qu'on a vu, c'est que depuis effectivement 2008, dans les réserves des banques centrales, alors c'est peut-être pas forcément vrai en Chine, mais la part de l'euro a cessé d'augmenter et diminue même légèrement. Donc, malgré tout ce qu'on peut dire, écrire, aujourd'hui le dollar a gagné la partie face à l'euro sur cette question de la monnaie internationale, qu'on mesure notamment par la part des réserves qui sont détenues dans l'une ou l'autre des monnaies. Donc là aussi, si les Chinois viennent sur l'euro un petit peu, c'est au motif d'une saine diversification.
Et à terme, à quel horizon est-ce qu'on pourrait envisager que le yuan ait un jour le statut qu'a l'euro actuellement, le dollar actuellement, ou le yen actuellement, ou la livre sterling? À quel horizon cela te paraît crédible? Alors, question difficile que je vais mettre en perspective historique. Ça questionne, à mon avis, la capacité de la Chine à exercer un leadership mondial. Pour exercer un leadership mondial, il faut présenter 3 caractéristiques, me semble-t-il. Il faut avoir le poids économique le plus important. Alors ça, c'est déjà, si on raisonne en PPA, où ça va devenir le cas de la Chine. En termes de PIB, ça va être l'économie dominante. Il faut ensuite être l'économie la plus innovante. C'est pas encore le cas de la Chine. Ça prend du temps. Et ensuite, le troisième attribut de ce leadership mondial, ce serait d'être en capacité de mettre sa monnaie au centre du système monétaire international. Alors, les changements de ce point de vue sont très très lents. L'histoire nous offre un seul exemple de changement, c'est l'Angleterre qui dominait économiquement, qui avait mis sa monnaie au centre du système monétaire de l'État noir avant 1914. L'Angleterre donc qui a été supplantée par les États-Unis. Mais les États-Unis étaient déjà la puissance dominante en termes de PIB dès les années 1870 et l'économie la plus innovante. Pour mettre leur monnaie au centre du système monétaire international, il a fallu 2 ruptures historiques majeures, la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale. Au terme de la Première Guerre mondiale, on a eu 2 monnaies qui ont été candidates pour jouer le rôle de monnaie internationale, la livre déclinante et le dollar montant, et il a fallu attendre la déflagration de la Deuxième Guerre mondiale pour que le dollar s'impose. Donc, si on fait cette mise en perspective historique, c'est vrai que ça retarde vraiment l'horizon. Le moment où la Chine pourra mettre sa monnaie au centre du système. Donc, le précédent historique nous montre qu'il faut vraiment un choc mondial pour qu'il y ait un changement du point de vue de l'utilisation de la monnaie internationale, parce qu'il y a beaucoup de phénomènes d'inertie qu'on appelle des externalités de réseau, des économies d'échelle associées à l'usage d'une monnaie internationale, et il y a très très peu de changements. Donc aujourd'hui le yuan est marginal dans les paiements internationaux en tant que monnaie de réserve, etc. Je pense qu'il n'y aura pas de vrais changements. Il n'y aura pas de vrais changements à court terme, c'est-à-dire pas avant, rien ne va se passer avant 2020-2025 sur cette question. Je rappelle aussi que la Chine a aujourd'hui encore besoin d'exporter, c'est-à-dire besoin d'être en excédent courant et besoin donc d'un yuan faible, d'un yuan sous-évalué. Donc le jour où elle aura moins besoin de ça, et on sait qu'elle est en train de changer de modèle de développement, elle ne veut pas que seules les exportations tirent sa croissance. Depuis 2008, c'est vrai que le gouvernement chinois met l'accent sur la consommation intérieure, l'investissement intérieur comme moteur de la croissance. Mais elle a encore besoin de ce relais des exportations. Donc tant qu'elle aura ce besoin, le yuan ne peut pas jouer le rôle de monnaie internationale, parce qu'on le disait tout à l'heure avec Patrice, pour être une monnaie internationale, pour être un pays émetteur de monnaie internationale, il faut être en position de déficit courant pour pouvoir approvisionner l'économie mondiale en yuan, en liquidité. Et là, donc aujourd'hui, elle ne peut pas l'être, demain non plus. Bon, merci beaucoup Bertrand. Le sujet de la Chine, je pense qu'on l'a bien, on en a beaucoup parlé. Il y a une question que Frédéric pose, et finalement je pense que ça peut être aussi bien d'utiliser toute ta culture historique pour remettre ces choses-là en perspective. La hausse des taux ferait que les marchés actions s'effondreraient, c'est ce que font circuler les médias, c'est ce que finalement tous les particuliers pensent, parce que ça s'impose, une hausse de taux, forcément chute des marchés actions, retournement économique, etc. Mais finalement il y a eu énormément de périodes dans l'histoire où on a eu des cycles haussiers des taux d'intérêt et des cycles de hausse des marchés actions. À partir de quand on peut considérer que la hausse de taux, si elle sanctionne l'amélioration des fondamentaux économiques, est tout à fait compatible avec la poursuite de la hausse des actions? Alors tu as raison, il y a énormément de séquences où on a eu cette compatibilité. Je pense notamment aux années 90. On a eu un cycle de remontée des taux d'intérêt qui a été associé à une hausse du marché actions jusqu'en 2000. Donc la question effectivement devient celle du dynamisme de la croissance et de la réalité des tensions inflationnistes. Et là, quand on compare ces années 90 avec la période actuelle, on voit bien les différences. C'est-à-dire, aujourd'hui, la croissance n'est pas aussi ferme
On ne voit pas d'ailleurs très clairement sur quelles innovations elle repose, où sont les forces motrices de cette croissance. On a une croissance quand même très atone en zone euro, bon, une économie américaine qui est pas loin de sa croissance potentielle, un peu en dessous de 6, de 7, et des tensions inflationnistes qui ne sont pas là. Donc ici, ce qui poserait problème avec cette remontée des taux d'intérêt, c'est qu'elle s'inscrit quand même dans un contexte qui est un contexte pas récessif, mais qui est un contexte de stagnation, et qui nous ramène à cette thèse de Larry Summers sur la grande stagnation, et ce débat Bernanke-Summers sur finalement est-ce qu'on est condamné à ce sentier de croissance bas. Donc la singularité et le danger est là, c'est-à-dire que la croissance n'est pas assez dynamique, les tensions inflationnistes pas assez fortes pour contrebalancer l'effet récessif de la remontée des taux. Merci Bertrand. Il y a une question moi, que je me pose et je pense que c'est important de la soulever. Je vois une question d'Omer qui parle donc que pensez-vous du Texas qui a adopté un projet de loi avec un objectif de rapatrier $1 milliard d'or des coffres de la Fed de New York. Moi j'en viens justement à cette organisation des États-Unis, donc on a un certain nombre d'États fédéraux. Comment les États-Unis, comment la Fed, comment le gouvernement central aux États-Unis gère le fait que les États ont une certaine autonomie économique, ont des structures de dette complètement différentes. On a beaucoup parlé de la Californie par exemple, qui était en situation de presque faillite. Comment les États-Unis ont géré ça et comment se fait-il que là-bas tout fonctionne, qu'il y a des transferts? Est-ce qu'on peut envisager un jour que ça fonctionne comme ça en zone euro où c'est absolument pas crédible? Alors les États-Unis sont aussi une zone hétérogène. C'est vrai que quand on considère le Dakota ou le Wyoming, qu'on le compare à la Californie ou à la région de Boston de New York, c'est pas du tout la même chose. Pour autant, donc c'est davantage une zone monétaire optimale que la zone euro dont parlait Patrice tout à l'heure. Donc la zone euro n'est pas une zone monétaire optimale, elle est hétérogène, et il n'y a pas une mobilité suffisante des facteurs, il n'y a pas de budget fédéral non plus suffisamment développé. Donc les grandes différences sont là. Pourquoi les États-Unis sont une zone monétaire optimale ou correspondent davantage aux critères d'une zone monétaire optimale? D'abord, effectivement, la question de la mobilité des facteurs à l'intérieur, notamment la mobilité de la force de travail, qui est beaucoup plus importante qu'en zone euro. Donc s'il y a un problème quelque part, les gens bougent et vont dans d'autres États. Donc ce qui permet d'absorber le problème. Et deuxième chose, l'existence d'un budget fédéral beaucoup plus développé qu'en Europe. Le budget européen, on est à 0,5% du PIB, donc les États-Unis c'est des ordres de grandeur beaucoup plus importants. Donc ce budget, effectivement fédéral, permet par la redistribution, de traiter effectivement certains problèmes. Donc voilà les deux différences majeures, les deux explications pour lesquelles aux États-Unis la situation est sous contrôle malgré une hétérogénéité structurelle forte sur le papier, des différences de structure entre les États. Donc la mobilité des facteurs de production beaucoup plus grande et l'existence d'un budget fédéral. Donc c'est aussi des pistes pour l'Europe, en écho évidemment, développer la solidarité budgétaire et puis accroître, alors là est-ce que c'est possible, est-ce que c'est souhaitable, accroître la mobilité du facteur travail, la mobilité des populations à l'intérieur des zones. On peut aussi avoir le sentiment que les crises actuelles et ce qui se passe avec la Grèce, ça renforce pas la thèse fédérale, en tout cas le chemin fédéral pour la zone euro et l'Union européenne de manière générale. Absolument. Je pose souvent la question à mes étudiants, est-ce que vous accepteriez de payer des impôts pour les Grecs, même si c'est déjà le cas à travers le paiement de la dette, le contribuable français a joué la solidarité avec la Grèce, ou avec un Portugais, est-ce qu'un Portugais accepterait de payer des impôts pour un Français? Le sentiment est assez partagé. Donc ça questionne, en Europe, ça questionne effectivement, est-ce qu'on a un socle de valeurs ensemble qui est suffisamment solide pour qu'on accepte d'aller vers plus d'intégration fiscale, plus d'intégration budgétaire? Et ça c'est une question ouverte. Voilà, ça c'est une question ouverte, sans doute pas, puisqu'aujourd'hui il y a des blocages, donc ça questionne des réformes, ce qu'on fait au sein de l'université, c'est-à-dire des programmes Erasmus intensifiés pour que les gens apprennent à se connaître, et le sentiment d'avoir des valeurs communes et de partager suffisamment de choses pour finalement partager la souveraineté, parce que on a partagé la souveraineté, on a supprimé les frontières, on partage une même monnaie, peut-être avec pas suffisamment de valeurs ensemble, c'est-à-dire
est-ce que ce socle, on va dire, de valeurs humanistes, de valeurs de la Renaissance, suffit à nous fédérer? Ça, c'est plus des questions que des opinions. Là, je pense qu'on rentre aussi, c'est plus des questions politiques, parce qu'on va avoir le sentiment quand même que la plupart des partis politiques, il y a peu finalement de partis politiques qui défendent cette approche-là, purement fédérale. Puis même pour des raisons purement électoralistes, mieux vaut être nationaliste, ou en tout cas mettre en avant son pays. Et ça c'est bien dommage. D'ailleurs, Visiteur donc fait un commentaire, les Américains et les Canadiens bougent pour le travail. En France, c'est impossible à cause des problèmes de coût des logements. Ça paraît être une vraie problématique, le coût de l'immobilier. Effectivement, le coût de l'immobilier, je suis 100% d'accord avec ce commentaire. C'est un vrai problème, sans ouvrir d'autres débats. Donc le coût de l'immobilier, c'est un vrai problème pour les entreprises, parce que ça nuit à leur compétitivité, l'immobilier professionnel, l'immobilier de bureau. C'est un vrai problème pour les ménages. La part des revenus qui est consacrée à l'immobilier, au loyer, au remboursement d'un emprunt est trop importante, donc ça grève le pouvoir d'achat. Et effectivement, c'est un facteur qui s'oppose à la mobilité des populations, des gens, mais je ne crois pas que ce soit ça l'élément clé du fait que le facteur travail soit peu mobile en France. N'oublions pas une chose, c'est que le français est très ancré. J'emploie le mot encastrement, qui est un terme de sociologie. Le français, il est élu dans un conseil municipal. Il y a des centaines de milliers de Français qui sont membres de conseils municipaux. Il est dans des associations. Il est très associé à une culture locale. Bon, moi, je viens de Bordeaux, et le Pays Basque n'est pas loin. Voilà, ça va être les jeunes Basques sont très attachés à leur terroir. Donc, c'est vrai que intrinsèquement, culturellement, les Français ne sont pas mobiles, beaucoup moins mobiles en tout cas que les Américains. Et je doute qu'on puisse faire évoluer les choses de ce point de vue. Je doute effectivement qu'un jour, dans la majorité des cas, quelqu'un qui perd son emploi à Strasbourg accepte immédiatement d'aller à Nice ou à Bordeaux pour trouver un autre travail. Donc là, on touche effectivement la question des spécificités culturelles de chacun des États européens et du lien entre ces spécificités culturelles et la mobilité, ces spécificités culturelles comme frein à la mobilité. Mais je ne voudrais pas dire il faut aller vers plus de mobilité, parce que je crois que c'est aussi du point de vue du bien-être. Des gens sont attachés à un terroir, à une ville, à une culture, donc ça n'appelle pas forcément que ces éléments-là s'effacent devant la recherche de l'efficacité économique. Et donc Nono et Micheline, SNCF, deux personnes qui finalement parlent entre elles, qui considèrent que finalement le fait de passer du nationalisme, du repli, de la guerre, et puis à la Renaissance, à l'ouverture, tout ça c'est très cyclique. Ça c'est encore un autre débat, mais peut-être que ça laisse finalement des portes ouvertes pour qu'un jour l'Europe devienne ait un fonctionnement plus fédéral. Visiteur qui parle des Français qui en général bougent plus. Lorsqu'ils bougent, c'est davantage à l'étranger. Ça c'est un autre débat. Alors pour en revenir à... Alors je ne sais pas si tu voulais encore ajouter quelque chose. Je voulais ajouter quelque chose. N'oublions pas effectivement qu'au 19e siècle, je fais un détour par le 19e siècle, à la place de l'actuelle Allemagne, il y avait 40 États indépendants, souvent avec leur langue, avec leur monnaie, la Confédération germanique. Et finalement, en 50 ans, on a réussi à faire l'intégration commerciale, une zone de libre-échange, le Zollverein, une intégration monétaire autour du thaler prussien et une intégration politique autour de l'Empire allemand. Alors comment ? Par des guerres communes. Ça c'est la mauvaise leçon de l'histoire en conduisant des guerres vis-à-vis des pays voisins et notamment vis-à-vis de la France, qui ont fédéré, qui ont rassemblé ces États allemands sous une même bannière. Bon, il faut espérer quand même que l'humanité soit capable d'avancer sans forcément passer par des conflits. Mais quels peuvent être les moteurs de l'intégration politique, les forces moteurs de l'intégration politique ? Et voilà, la leçon malheureusement du 19e, c'est que c'était le nationalisme et les guerres. Et là, on n'a pas identifié ce que peuvent être ces forces motrices de l'intégration politique en Europe en ce moment. Et je pense que c'est le nœud de nos problèmes. Alors une question de visiteur toujours sur ce sujet de l'euro. Est-ce que finalement la seule voie pour l'euro, ce serait davantage d'intégration économique, ou est-ce que l'euro pourrait survivre si au contraire on ne va pas vers davantage d'intégration économique, ou ça paraît absolument pas envisageable, Bertrand ? Alors en théorie, l'euro ne peut pas survivre si on ne fait pas d'avancée du point de vue de l'intégration budgétaire et de l'intégration fiscale. Parce que on ne peut pas gérer une monnaie unique avec des politiques budgétaires disparates et non coordonnées.
à un moment donné, il y a un point de tension et il y a un éclatement. Donc la question de la survie de l'euro serait posée à ce moment-là. Donc on voit qu'on arrive à faire des avancées, mais il va falloir faire des avancées plus significatives du point de vue de l'intégration fiscale et politique. Et on en voit d'ailleurs les bienfaits potentiels. C'est-à-dire que l'intégration fiscale, ça veut dire aussi éventuellement les mêmes taux d'impôt sur les sociétés et pas des stratégies de free rider à l'irlandaise ou des taux de TVA encore plus harmonisés à l'intérieur d'une fourchette plus restreinte que le 15-25 pour le taux global, etc. Et finalement, les acteurs de l'économie demandent ça aussi. Lorsqu'on va à la frontière espagnole, quand on est dans le sud-ouest, les commerçants locaux disent on voudrait vraiment être soumis au même taux d'imposition que nos concurrents espagnols qui sont pas loin. Alors comment envisager l'harmonisation fiscale au sein de la zone euro, sans oublier le sujet de l'Angleterre, c'est compliqué d'envisager ça. D'ailleurs, est-ce que, je fais encore appel à la grande culture historique, est-ce qu'on a des précédents, mais entre pays de langues différentes, est-ce que finalement le cas de la zone euro, ce ne serait pas quelque chose de complètement unique? Ou est-ce que dans l'histoire, on a déjà connu des États comme ça, proches géographiquement, mais avec des langues complètement différentes, qui ont réussi finalement à s'unir? Ou est-ce qu'on est vraiment face à une nouveauté historique? Je pense qu'on est face à une nouveauté historique, par l'échelle, puisque donc, quand on parle de l'Union européenne, dans laquelle est l'Angleterre, donc on parle d'un ensemble à 520 millions de personnes, les 28, avec un PIB supérieur à celui des États-Unis. Donc un tel projet n'a pas de précédent. Si après on raisonne sur la zone euro à 19, la dimension un peu moins importante, mais effectivement, il n'y a pas de précédent historique. L'exemple allemand de ces micro-États n'est pas comparable, le contexte était différent. Dans ces cas-là, je crois qu'il faut revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire ce que les pères fondateurs de l'Europe voulaient nous raconter. Ils voulaient sécuriser la paix. Il ne faut jamais oublier effectivement ces acquis-là. La paix est sécurisée. Donc voilà, il va falloir trouver la voie, selon moi, pour aller vers plus d'intégration. Alors, merci Bertrand. Donc Denis qui nous dit ça devient démago pour une conf sur le trading. Bon, je pense que là on a une conversation qui est extrêmement intéressante. D'ailleurs, vous êtes nombreux à poser des questions et de toute façon, ce sont les sujets actuels qui impactent de toute façon directement les marchés financiers. Bon, après, c'est pas non plus une conférence purement sur le trading. Au contraire, c'est une conférence où on essaye de prendre du recul. Mais justement, revenons-en malgré tout à nos moutons. La monnaie, la guerre d'échange, le trading. Moi, Bertrand, j'aimerais connaître tes anticipations. Si jamais tu devais te projeter à moyen terme, à long terme, quelques mois, quelques années, comment tu envisages les choses sur l'évolution des monnaies? Est-ce que tu penses que le dollar peut encore fortement s'apprécier? Est-ce que tu penses que c'est crédible d'envisager un taux de change euro-dollar à 0,80? Voilà, j'aimerais connaître ta vision de marché, notamment sur l'euro-dollar. Très bien. Revenons effectivement vers le change. Ce que j'observe effectivement, c'est qu'on est dans un range depuis le mois de mars, entre 1,05 et 1,15. Il me semble que les acteurs de l'économie sont en train de s'adapter aux États-Unis et en Europe à ce niveau-là de cours de change. Lorsqu'on est descendu vers 1,05, lorsqu'on est resté vers 1,05, 1,06, c'est vrai qu'aux États-Unis, on a commencé à voir que les statistiques du commerce extérieur se détérioraient. Les exportations étaient moins dynamiques. À un moment, la Fed aussi a fait ce constat. Attention, l'appréciation du dollar freine l'économie américaine. Donc, l'idée de ce range est finalement d'autorité. À un moment donné, j'ai pensé ça sur des ranges plus resserrés, mais d'autorité monétaire et politique qui viennent sécuriser ce range. C'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Donc moi je nous vois bien rester dans ce range, je dirais jusqu'à l'automne, en tout cas, ce 1,05, 1,15. 0,8 pour la fin de l'année, ça me paraît pas du tout crédible. C'est vrai que moi en tant que macroéconomiste, je regarde les fondamentaux. Je n'oublie pas que le cours de change repasse toujours par la PPA. Cette PPA, ce cours d'équilibre, on pourrait en considérer d'autres, le BIR, le FIR, etc. On est toujours, tout le monde est d'accord, l'équilibre c'est entre 1,20 et 1,30 et on repassera par là à un moment donné. Donc aller vers 0,08, ça serait vraiment
s'éloigner de cet équilibre, ça poserait à mon avis d'énormes problèmes à l'économie américaine, d'énormes problèmes de compétitivité. Ça serait vraiment une entrave forte à la croissance américaine. Et pour moi, le politique, parce qu'avec Patrice, on a commencé ce débat en faisant la guerre des monnaies, en réintroduisant le politique. Le politique fera en sorte qu'on n'arrive pas là. Même si il peut y avoir des anticipations de marché et certains analystes qui vont vers là, ça me paraît trop difficilement soutenable du point de vue de l'activité économique aux États-Unis. Donc je pense qu'on peut franchir le 1 pour 1, on l'a déjà fait, on peut s'écarter de toute façon de cet équilibre pendant plusieurs années, on peut franchir le 1 pour 1, mais 0,8 ça me paraîtrait un déséquilibre trop important. On l'a déjà touché, mais dans un contexte où la PPA était plus autour de 1,10, on a touché le 0,82 qui a été un point bas au début des années 2000, donc c'est-à-dire un écart d'à peu près 30%. Donc on peut tolérer ce genre d'écart, mais aller au-delà, 30% au-delà d'équilibre de long terme, ça paraît difficilement soutenable. Bertrand, j'ai le souvenir du comportement de la monnaie unique européenne par rapport à la livre sterling, quand justement elle s'était approchée à un moment de la parité, et d'ailleurs en appliquant des commissions de change, à un moment, avec une livre sterling, j'avais moins d'1 euro. Mais finalement, on s'est stabilisé, il y a eu comme un effet choc, et puis derrière, c'était finalement le point bas de la livre sterling face à l'euro. Parce que finalement, ce ne serait pas quelque chose aussi qui pourrait faire réagir les marchés financiers, aller chercher ce fameux seuil de la parité 1 pour 1, et puis finalement ne pas trop s'en éloigner, mais toujours considérer qu'il est en effet crédible d'aller chercher ce 1 pour 1. Alors, on a fait une petite étude au sein du CRAMFI sur le statut du 1 pour 1, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des problèmes pour le franchir, etc. C'est pas du tout des zones de blocage. Ça n'a jamais été des seuils, des zones planchées ou des plafonds, ça se franchit très, très facilement. Est-ce qu'on peut ensuite le maintenir ou graviter autour? À mon avis, ça n'a pas de sens, cet ancrage nominal. S'il n'a pas de sens économique, sur les fondamentaux, il n'a pas une valeur d'ancrage pour les opérateurs. À un moment donné, c'est vrai qu'on avait dit aussi 1 dollar égale 1 euro égale 100 yens, c'est bien, voilà, c'est simple, mais voilà, si derrière il n'y a pas des fondamentaux, ça n'a pas de valeur d'ancrage, si ça ne correspond pas aux fondamentaux macro. D'accord. Merci Bertrand, c'était très clair sur le taux de change euro-dollar. Bon, je pense qu'on a répondu à de nombreuses questions. Il y a encore des questions multiples sur la sortie de la Grèce, quel impact ça peut avoir sur le taux de change de l'euro. On peut peut-être conclure là-dessus, continuer à poser des questions, mais imaginons le scénario du pire, Bertrand, même si je sais que tu n'y crois pas, et au fond, je suis d'accord avec toi, je pense qu'on va trouver une solution. Imaginons finalement blocage, et la Grèce quitte la zone euro, la Banque centrale de Grèce se remet à frapper la drachme. Voilà, vraiment une rupture. La première réaction des investisseurs internationaux, c'est quoi? C'est la Grèce est sortie, super, l'euro retrouve de la valeur, ou on sort de tous les investissements en euros? Mettons-nous à la place des Grecs, et finalement la question devient, est-ce que la Grèce a besoin d'argent? Donc la Grèce revient au drachme, elle réimprime sa monnaie, est-ce qu'elle a besoin ou non de financer un déficit courant ou de financer un déficit budgétaire? Parce que si elle n'a pas besoin de financer un déficit courant ou un déficit budgétaire dans les mois suivants, pour elle, il n'y a pas de problème. Alors si elle en a besoin, si elle a besoin de financer des importations supérieures à ses exports, parce qu'elle a besoin d'importer son pétrole, etc., c'est là que le problème arrive. Elle va trouver des gens pour lui prêter de l'argent, après avoir fait un défaut, mais à des taux d'intérêt vraiment exorbitants. Donc effectivement, pour déterminer le degré de catastrophe, donc déjà du point de vue de la Grèce, il faut se mettre dans cette situation-là. Est-ce que oui ou non, elle a besoin d'argent pour financer un déficit courant ou un déficit budgétaire? Si la réponse est oui, c'est la catastrophe pour elle, en interne. Si la réponse est non, ça va. Après, si la Grèce sort et revient à la drachme, quelles conséquences pour la zone euro? Là, c'est vrai, conséquences financières faibles, c'est absorbé. Je pense que les créanciers privés ont été sécurisés depuis longtemps et il n'y a plus de problème de continuité des paiements. Alors, coût effectivement financier pour les instances européennes, pour le FMI, mais ça reste absorbable. Par contre, effectivement, coût politique. Et c'est là, effectivement, dont on en parlait tout à l'heure,
que vont faire les autres? Le problème de l'aléa moral, est-ce qu'ils vont pas être tentés eux-mêmes de sortir en disant ça règle nos problèmes? Et qu'est-ce qu'il reste effectivement de l'Europe si la Grèce sort dans des conditions un petit peu désordonnées? Qu'est-ce qu'il reste du projet européen? Et c'est là que le coût, sans doute, est le plus important. On sent que quelque part ça casse quand même la machine. Comment on se remet politiquement en Europe d'une sortie de la Grèce? Et là j'ai pas de réponse. Merci Bertrand. Je pense qu'on a vraiment touché à beaucoup de sujets. C'était vraiment intéressant sur la Grèce, l'ours d'or, la Chine, la place des monnaies, la politique, le projet fédéral pour l'Union européenne, la zone euro. Bertrand Blancheton, merci. C'était très intéressant. Ça a été enregistré, donc voilà, vous aurez tous et toutes la possibilité de le réécouter. Bertrand, je te cède la parole pour le mot de la fin. Si tu souhaites conclure, dire quelque chose, ou éventuellement s'il y a une façon de te contacter. Voilà, le mot de la fin, Bertrand. Le mot de la fin, on va tous souhaiter, je crois, une résolution de cette question grecque, parce que c'est vrai que sur les marchés, là, ça a beaucoup posé, et on vit au rythme de ce psychodrame. Donc déjà à court terme, on va rechercher une solution, un petit peu pour tout le monde, pour les Grecs eux-mêmes, et puis pour les opérateurs sur les marchés. Ensuite, pour me contacter, sur le site de l'université de Bordeaux, où je suis aussi doyen de la faculté d'économie-gestion. Donc avec un mail, on peut me contacter très facilement. Je suis disponible pour répondre à des questions sans difficulté. Je souhaite à tout le monde une belle journée. Merci beaucoup Bertrand, très instructif. J'espère que j'aurai le plaisir à nouveau de pouvoir te réinviter en salle de marché, parce qu'on aura sur tout un tas de questions, beaucoup de choses à voir avec toi, avec notamment ta très grande culture historique. Voilà, merci à toutes et à tous. Alors la conférence en ligne, elle n'est qu'à mi-parcours. Prochaine émission à partir de 12h, Nicolas Lavallée de Trader Academy. On revient sur le sujet du trading, point de marché, prévision sur le dollar et les paires en dollars majeurs. Pause de 15 minutes donc pour tout le monde, et on se retrouve ici à 12h. Merci beaucoup, merci Bertrand et merci Patrice tout à l'heure.